beautiful. And it's happy and it's full of love. She got so upset with me. She would punish me so bad. Like, she started hitting me with a coat hanger. She would tell me that she wished she had an abortion when she had the chance. You're the reason I was born to be your mama. Oi, gente! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on se retrouve pour une nouvelle JVDT. Aujourd'hui, je vous amène le fameux cas de Didi et Gypsy Rose Blanchard. Si vous connaissez déjà l'histoire, je m'en excuse, mais il y a une raison que je vous fasse cette vidéo. De base, je voulais faire une vidéo sur le après la sortie de prison de Gypsy Rose, du buzz qu'elle a fait en sortant de prison, qu'elle est presque devenue influenceuse, qu'elle était mariée, elle a divorcé, il y a des choses qui sont sorties sur son ex-mari et aussi sur elle. Quand je vous en ai parlé sur Insta, je vous ai dit est-ce que vous voulez quand même que je vous explique ou pas toute l'affaire en question, et la majorité m'a dit explique-nous quand même, nanana. Personnellement, je voyais pas l'utilité parce que je trouve qu'il y a beaucoup de vidéos françaises déjà sur le sujet, mais vous me l'avez demandé, donc voici la vidéo en question. Je voulais expliquer les choses parce que je vois les commentaires venir pourquoi faire une vidéo alors qu'il y a déjà plein de vidéos à ce sujet. Voilà pourquoi. Mais pour ceux qui connaissent pas l'histoire, c'est donc le cas d'une mère, Didi, qui pendant des années a inventé une maladie à sa fille presque dès sa naissance. Didi a fait croire à Gypsy qu'elle était mourante alors qu'en réalité elle n'avait absolument rien. Bref, il va y avoir beaucoup de choses. Donc avant que la vidéo commence, vous le savez déjà, n'oubliez pas de vous abonner. Commençons par les parents de Gypsy Rose. À 24 ans, Didi, donc la mère, va rencontrer Rod Blanchard, un jeune homme de 17 ans. Et peu de temps après avoir commencé cette relation avec Rob, Didi, elle est tombée enceinte. Ils ont tous les deux pensé que la meilleure solution serait de se marier et garder le bébé, c'est ce qu'ils vont faire. Mais la relation ne va pas durer très longtemps, enfin elle va vraiment pas durer puisqu'ils vont finir par divorcer avant même la naissance de Gypsy. Malgré la séparation, Rod va être un père très présent, du moins il va essayer de l'être, mais avec Didi, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, Didi va très vite diagnostiquer une maladie chez sa fille quand elle était petite. Quand elle avait seulement 3 mois, sa mère va lui diagnostiquer une apnée du sommeil. Il faut savoir qu'elle était née en super bonne santé. Elle va donc amener sa fille à plusieurs reprises à l'hôpital. Mais tous les professionnels de santé ont conclu que la petite Gypsy, ben, elle allait bien. Il y avait rien d'étrange. Mais d'après Didi, les médecins avaient tort. Elle va donc dire à sa famille que Gypsy était malade, et au fil des mois et des années, la santé de Gypsy va se détériorer. Didi va dire à sa famille que Gypsy souffrait d'une maladie chromosomique non identifiée, puis elle va dire que finalement, ils ont trouvé ce qu'elle avait et c'était une dystrophie musculaire. À savoir, la dystrophie musculaire, c'est donc une maladie causée par un défaut génétique qui entraîne donc une diminution progressive de la mobilité, et donc peu à peu, les tâches de la vie quotidienne deviennent de plus en plus compliquées. Lorsque Gypsy avait environ 7-8 ans, elle conduisait la moto de son grand-père. Alors j'ai vu cette info, je sais pas si elle faisait de la moto avec son grand-père, c'était une petite moto, je sais pas trop, mais elle va faire un accident. D'après les grands-parents, c'était pas quelque chose de grave, elle avait une simple écorchure au genou, mais elle va dire à toute sa famille, Didi, qu'elle s'est rendue à l'hôpital et que les médecins lui ont dit qu'elle devait utiliser un fauteuil roulant et que l'utilisation de ce fauteuil serait également justifiée dans le cadre d'une aggravation de la dystrophie musculaire qu'elle avait. Donc en gros, son état de santé s'aggravait. Took me to the hospital and then told me that the doctor gave her a wheelchair and I have to be in a wheelchair now forever. She had me use a walker before the wheelchair. Nous voilà en 1997 et la mère de Didi est décédée alors qu'elle était sous sa garde. Les proches de Didi vont dire plus tard qu'ils sont persuadés que Didi a tué sa propre mère en ne la nourrissant pas assez. Laura Pitre, la belle-mère de Didi, va dire des années plus tard que Didi laissait sa mère sale et la nourrissait très peu et qu'elle en avait été témoin. Quelque chose à savoir sur Gypsy, c'est qu'elle avait aussi arrêté d'aller à l'école à l'âge de 8 ans. Certains disent même qu'elle a arrêté beaucoup plus tôt, en maternelle, vers l'âge de 3 à 4 ans. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chat? Didi a décidé que sa fille soit scolarisée à la maison parce que, au vu de ses maladies graves, c'était trop risqué pour elle d'aller en cours. Risqué ou juste une façon de l'isoler encore plus?
Didi va commencer à inscrire sa fille à plusieurs événements pour des enfants donc malades. Elle va par exemple participer aux Jeux Olympiques spéciaux. Elle va aussi être élue reine lors d'un défilé d'enfants qui a eu lieu lors de la fête du Mardi Gras en Nouvelle-Orléans. À ce moment-là, Didi habitait encore avec son père et sa belle-mère, donc Laura, et ils vont dévoiler plus tard que Didi avait essayé de tuer la nouvelle femme de son père en préparant la nourriture. Elle avait ajouté donc des herbicides dont le principal ingrédient est donc un produit chimique. Cet empoisonnement a conduit la belle-mère de Didi, donc Laura, à tomber malade pendant la période où Didi vivait avec eux. Mais en tout cas, pendant ce temps, le père de Didi et Laura posaient aussi beaucoup de questions sur la petite gypsy. À savoir, Didi était aide-soignante. Du coup, c'est vrai que toutes les fois où elle diagnostiquait quelque chose à sa fille, où elle racontait quelque chose, personne ne lui demandait des preuves médicales parce que elle était aide-soignante, donc elle s'y connaissait. Donc tout le monde faisait confiance à Didi sur ce diagnostic. Mais c'est vrai que le père de Didi et sa femme, du coup Laura, vont commencer à lui poser des questions. Alors Didi, elle a fait quoi? Elle a pris ses clics et ses claques. Elle a plutôt pris ses affaires et Gypsy et elle a donc déménagé. Et elle a donc déménagé en Louisiane et par coïncidence, après ce déménagement, Laura a cessé de tomber malade. Elle était en pleine bonne santé à nouveau. Didi et Gypsy vont vivre dans un logement social et payer leurs factures grâce à la pension de Rob, mais pas que aussi, elle avait aussi accès à de l'aide publique en raison de l'état de santé de sa fille. Rob, pendant ce temps, a continué à prendre soin de sa fille, mais c'est vrai qu'il la voyait pas aussi régulièrement qu'avant parce que Didi limitait énormément les visites du père et de la fille. Didi justifiait ça en disant qu'elle se déplaçait beaucoup pour les maladies de Gypsy et que Gypsy n'était pas trop en forme. Du coup, Rob lui parlait très souvent au téléphone. D'ailleurs, pendant ce temps, elles se sont rendues à plusieurs reprises à l'hôpital pour enfants de la Nouvelle-Orléans pour chercher un traitement pour les nombreux symptômes que Gypsy avait. Et à ce moment-là, la mère a également déclaré que sa fille avait donc des problèmes d'audition et de vision. Ils ont également pratiqué une biopsie musculaire pour la prétendue dystrophie musculaire dont souffrait Gypsy et les résultats, une fois de plus, n'ont trouvé aucun type de preuve confirmant le diagnostic. Malgré tout ça, Didi a réussi à continuer à faire tester sa fille pour ses différents problèmes de santé. Didi a déclaré au médecin que sa fille souffrait de convulsions tous les mois et les médecins lui avaient prescrit donc des médicaments anti-épileptiques. Gypsy va carrément subir des opérations par rapport aux problèmes qu'elle avait. Donc je sais pas si vous vous rendez compte le nombre d'interventions inutiles qu'elle faisait subir à cette gamine. On est donc en août 2005 et ils ont été touchés donc par l'ouragan Catherine et elles sont donc réfugiées dans un refuge pour les personnes ayant des besoins spéciaux et donc touchées par l'ouragan. Didi a déclaré qu'en raison des inondations provoquées par l'ouragan, elle avait perdu tous les dossiers médicaux de Gypsy ainsi que l'acte de naissance de sa fille. Le mensonge parfait s'est tombé comme un gant. Un médecin leur a suggéré de déménager dans le Missouri et un mois plus tard, les voilà. Nous voilà en 2007 et Gypsy a été nommée l'enfant de l'année par une fondation étant une jeune fille très très forte. À ce moment, dites-vous que Gypsy est même alimentée par une sonde. L'année suivante, une organisation non gouvernementale qui construit des maisons pour les personnes aux ressources limitées vont construire une petite maison avec une rampe pour fauteuil roulant pour Gypsy et aussi une baignoire hydroélectrique. It took something like a hurricane to make us have a happy ending. It's beautiful. And it's happy and it's full of love. Faut savoir que la famille à ce moment commence à être un petit peu connue. Didi parlait très souvent du cas de sa fille sur les réseaux sociaux. Elle était mère célibataire avec une fille très malade qui a tout perdu à la suite de l'ouragan Catherine. Et c'est vrai qu'avec cette histoire, elle a non seulement attiré l'attention des médias, mais aussi celle des associations qui voulaient aider. E é verdade que elas recebiam ajuda de pause, les gars, à ce moment, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai tout simplement continué a raconter la JVDT en português. J'ai pas compris. Todo tipo de pessoa, por exemplo, elas foram pra Disney, elas foram ajudadas pela associação. J'étais en train de parler en portugais là? Les gars, j'étais en train de parler en portugais. Mais what the fuck, c'est trop bizarre.
Ah oui, je disais du coup qu'elles étaient aidées par tout type d'associations, donc par exemple Make-A-Wish, carrément la maison McDonald's, ils aidaient énormément aussi la famille, ainsi que aller à des concerts, ainsi que aller faire des voyages gratuits, tout frais payés, comme par exemple aller à Disney. Elles sont allées très souvent à Disney. Gypsy, elle portait très souvent des perruques ou des chapeaux pour couvrir sa tête qui était chauve, parce que Gypsy était chauve. Mais pas à cause d'une maladie ou d'un traitement, parce que Gigi lui rasait la tête. Et pourquoi elle faisait ça? Parce qu'à ce moment, il disait que sa fille, elle avait une leucémie, et du coup, le traitement fait perdre les cheveux. Et quand elle quittait la maison pour aller n'importe où, Gigi prenait du coup des réservoirs d'oxygène et des sondes d'alimentation avec elle. Elle faisait vraiment malade, pour le coup, sans parler qu'elle avait énormément maigri. Pour que vous ayez une idée de tout ce qu'elle souffrait à ce moment-là, Gypsy, elle souffrait donc de multiples maladies. Elle continuait à souffrir de dystrophie musculaire, elle avait des convulsions, leucémie, sans parler d'épilepsie, l'apnée du sommeil qui était toujours là, les problèmes d'audition, des problèmes d'asthme et carrément des lésions cérébrales. Voilà. Pendant ce temps, son père continuait de verser sa petite pension alimentaire de 1200 $, tout en demandant de voir sa fille, mais ce n'était jamais possible. Mais il était quand même un père présent puisqu'il appelait très souvent, il lui envoyait des cadeaux. D'ailleurs, il y a un appel téléphonique qui est assez intéressant, c'est qu'il va appeler un jour Gypsy pour son anniversaire de 18 ans. Et il va d'abord parler à Gigi, et Gigi va lui demander de ne pas dire à Gypsy qu'elle faisait 18 ans, parce que Gypsy pensait qu'elle en avait 14 à ce moment-là. Alors, je n'ai pas réussi à trouver l'info de comment Rob a réagi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a sorti comme excuse, Gigi, mais c'est quand même un petit red flag pour Rob. Il aurait dû se poser des questions. Est-ce qu'il s'est posé des questions? On verra dans le futur. Et un truc qui m'a choqué, c'est que oui, Gigi mentait en ce qui concerne l'état de santé de sa fille, mais elle mentait aussi sur beaucoup d'autres choses, dont son entourage, parce que Gigi disait qu'elle était toute seule, parce que toute sa famille l'avait laissé tomber. Ce n'était pas le cas. Et elle va surtout parler beaucoup du père de Gypsy. Quand on lui posait des questions sur Rob, où il était, elle disait que c'était un toxicomane, une personne abusive et alcoolique. Et elle s'arrête pas là, elle va dire qu'il n'a jamais été présent pour sa fille, qu'il avait jamais accepté l'état de santé, qu'il avait pris son cou et ses jambes et il s'était enfui, qu'il avait jamais envoyé de l'argent, de cadeaux, la pension alimentaire, qu'il appelait jamais. Ce qui était totalement faux. Mais vous vous doutez bien que ça passe beaucoup mieux pour son image, pour attirer la sympathie. L'image de la jeune maman célibataire où tout le monde l'a laissé tomber. Mais le truc, c'est que voilà, Gypsy, elle a 18 ans à ce moment-là. Et elle commence lentement à se rendre compte qu'elle n'était pas si malade que ça. Et c'est pas que quand elle a 18 ans, hein. Ça va arriver beaucoup plus tôt. I knew that I didn't need the feeding tube. I knew that I could eat and I knew that I could walk, but I did believe my mother when she said that I had leukemia. Et Gypsy va raconter plus tard ce que sa mère faisait. Mais si Gypsy avait le malheur de dire quelque chose en public qu'il fallait pas dire parce que ça coïncidait pas avec ce que sa mère racontait, sa mère la pinçait très fort ou sinon elle lui serrait la main très fort pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'elle arrête de parler. Et quand ça se passait à la maison, bien sûr, Didi était donc violente et frappait sa fille. She ever physical with you? It started to be physical in 2011. She would hit me with a coat hanger sometimes. Did you ever fight back? No, because I was too afraid to. Vous vous demandez sûrement, mais comment les médecins ne remarquaient pas que Gypsy n'était pas malade? Comment personne s'en doutait? Personne de la famille se posait des questions? Il faut savoir que des fois, Didi lui donnait certains médicaments qui allaient causer des effets secondaires qui correspondaient à certaines maladies. Et c'est pour ça que Gypsy s'est fait opérer, que Gypsy a eu donc ses médicaments d'épilepsie. Et d'ailleurs, à cause de tous ces médicaments qu'elle a pris alors qu'elle en avait pas besoin et aussi de la négligence peut-être de Didi, Gypsy va finir par perdre ses dents. Ses dents, ils vont pourrir au point que la plupart vont être retirées et remplacées. Didn't understand why my teeth were falling out. I had to have them extracted. I just knew I was losing teeth. Mais tous les médecins ne tombaient pas dans le panneau parce que oui, elle avait des excuses du j'ai perdu tous les documents. Mais un neurologue pédiatrique va se poser des questions. Alors, à certains endroits, j'ai lu que c'était une femme. À certains endroits, j'ai lu que c'était un homme. Mais ce médecin, du coup, va douter du diagnostic de dystrophie musculaire. Il a donc fait plusieurs tests et analyses de sang et il n'a rien trouvé d'anormal. On va apprendre que lors d'une des visites de contrôle qu'il a effectuées chez Gypsy, donc à leur maison, il va voir Gypsy
Gypsy se lever et se tenir debout juste à côté de sa mère, et puis sa mère va un peu la pousser pour qu'elle se rassoie. Ce médecin va donc contacter les médecins qui avaient déjà suivi la petite Gypsy, qui trouvaient donc dans des documents, et un des médecins va dire que la biopsie musculaire qu'ils avaient réalisée sur Gypsy, il y a des années, avait été négative, et du coup, elle n'avait pas cette maladie. Ce médecin va aussi apprendre que tout ce qu'elle avait dit sur les documents qui avaient disparu à cause de l'ouragan B, c'était faux. Mais malheureusement, Didi a eu accès aux notes que ce médecin prenait sur Gypsy et sur Didi. Et Didi a donc arrêté d'amener sa fille à ses rendez-vous. Ça veut dire qu'il a écrit des notes où il soupçonne Didi d'inventer tout ça. Et quoi, il a laissé sur son bureau et Didi, elle est tombée dessus. Enfin, je comprends pas. Ce médecin va être énormément critiqué de pas avoir signalé tout ça aux services sociaux. Parce que d'après d'autres médecins, ce syndrome d'inventer une maladie, c'est quelque chose de très connu, c'est une pathologie psychologique caractérisée par un besoin de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but d'attirer de l'attention ou de la compassion. C'est quelque chose de très connu par les médecins, donc déjà ils vont beaucoup le critiquer de pas l'avoir signalé. En plus de ça, il avait des preuves, et certains médecins se demandent si c'est vrai ce qu'il a dit. Est-ce que Didi est vraiment tombé sur ces notes en question, ou est-ce que c'est lui qui a préféré arrêter de voir la famille? En tout cas, par la suite, quand il a été interrogé sur ça, il a avoué que ses confrères médecins lui ont dit de faire attention parce que Didi était très connu dans les médias et que c'était aussi très compliqué d'accuser quelqu'un de mentir sur la maladie de sa propre fille. Il était persuadé aussi que la police n'allait pas le croire, alors qu'il avait des preuves, donc bon, un peu bizarre. Mais le calvaire de Gypsy va donc continuer, alors qu'il aurait suffi qu'un seul médecin le signale aux services sociaux pour que ce soit pris en compte. Enfin, je sais pas tant que ça, parce que qu'est-ce qui va se passer? En 2009, la police va recevoir un appel anonyme. La personne a déclaré à la police que Didi avait utilisé des noms différents pour elle et sa fille, et qu'elle avait même changé la date de naissance de Gypsy, qu'en réalité Gypsy était déjà majeure, et aussi que Gypsy était en meilleure santé que ce qu'elle disait. La police va quand même prendre en considération cet appel, ils vont aller chez elle, et Didi va sortir une petite excuse, et les policiers vont la croire. L'explication qu'elle avait utilisée, c'est qu'elle avait changé toutes ces informations parce que son ex-mari était violent et elle voulait pas qu'il la retrouve. Un de ses agents va dire plus tard que c'était dur de ne pas croire que Gypsy était vraiment malade parce que regardez-la. Voilà, c'est ce qu'il va dire. Il va dire que physiquement, elle en avait tout l'air, et l'affaire était donc classée et on n'a jamais su qui était la personne qui avait passé cet appel. Certains soupçonnent que ce soit ce médecin, certains soupçonnent que c'était Gypsy elle-même. Nous voilà donc en 2011, l'année où Gypsy va commencer à essayer de faire bouger les choses. Elles étaient parties pour une convention, c'était voilà un événement encore une fois de plus pour les enfants malades, tout ça. Et quand elle va revenir dans sa chambre d'hôtel, Didi, elle va retrouver sa fille avec un homme que Gypsy connaissait à l'époque. Et sa mère va littéralement péter les plombs. Elle va menacer ce mec en question d'aller voir la police en disant que sa fille était encore mineure et lui majeur. Et lui, il la menace à son tour en disant qu'il allait voir la police et dire la vérité. Puisqu'à ce moment, Gypsy, elle a déjà 20 ans. Didi, elle a cassé l'ordinateur de sa fille avec un marteau et a menacé de faire de même avec ses doigts. Gypsy a tenté à nouveau de s'échapper en parlant avec un mec, et Didi l'a frappé et l'a attaché au lit pendant 2 semaines. Par la suite, qu'est-ce qu'elle a fait? Didi, elle a rempli des papiers en disant que sa fille mineure était mentalement instable et incapable de prendre des décisions toute seule, et elle va dire tout ça à Gypsy, ce qui fait que Gypsy savait qu'à ce moment-là c'était mort, et que si elle essayait de contacter la police, mais personne allait la croire puisque aux yeux de la loi elle était mentalement instable. Mais Gypsy n'a jamais cessé d'utiliser internet. Elle profitait des moments où sa mère s'endormait pour aller sur les réseaux sociaux, et c'est en 2012 que Gypsy va rencontrer un garçon qui s'appelle Nicolas. Nicolas, il avait à peu près le même âge que Gypsy, il vivait dans le Wisconsin, et Nicolas, pour sa part, il n'a pas eu une vie facile. Il a été condamné pour outrage à la pudeur et il a aussi des antécédents de maladie mentale. Et d'après certains médecins, il souffrait aussi d'un trouble dissociatif de l'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, la personne, elle a 2 ou plusieurs identités en elle-même, et chacune de ces personnalités a sa propre perception de l'environnement et agit différemment des autres identités.
À partir du moment où ils se sont rencontrés sur internet, ils ont tous les deux commencé une relation amoureuse. Elle va tout raconter à sa voisine qui s'appelle Alia. C'était sa grande confidente, c'était vraiment sa meilleure amie. Gypsy va donc lui dire que elle et son petit ami envisageaient de s'enfuir ensemble et qu'ils avaient même déjà choisi le nom de leurs futurs enfants. Alia, elle était très inquiète pour Gypsy vu qu'elle avait rencontré sur internet. Elle se disait que peut-être c'était un prédateur sexuel ou quelqu'un qui pourrait profiter de son ami. Quand on a fouillé les comptes de Gypsy, on va apprendre qu'elle avait 5 comptes Facebook différents qu'elle utilisait pour parler à son petit ami puisqu'il faisait des sortes de jeux de rôle. Il parlait beaucoup de sexe, mais de sexe violent. Nicolas, il était très fan de BDSM. Et c'est donc cette année-là, en 2014, que Gypsy et Nicolas vont planifier leur première rencontre en personne qui aurait lieu donc l'année suivante. Ils sont très patients. Le plan était donc que le jour en question, elle allait aller au cinéma avec sa mère et elle allait croiser Nicolas par hasard. Et c'est comme ça qu'ils allaient donc pouvoir passer un peu de temps ensemble. Ce jour est donc arrivé. Gypsy a pris un billet de bus pour Nicolas depuis le Wisconsin. Donc je me dis qu'elle avait quand même des libertés avec une carte bleue, tout ça, pour lui prendre des billets. Et dès qu'ils sont vus pour la première fois, selon Nicolas, Gypsy lui a dit d'aller aux toilettes. Elle a donc rejoint et ils ont eu des relations sexuelles ensemble. Après cette rencontre, en tout cas, Nicolas est rentré chez lui et ils ont continué à parler et ils vont donc commencer à planifier le meurtre de Didi. Le meurtre va donc se passer en 2015. Didi et sa mère étaient absentes pour une visite médicale encore. Lorsqu'elles sont arrivées à la maison, la soirée va passer, Didi s'est endormie et Gypsy va donc laisser entrer Nicolas dans la maison. Nicolas savait exactement où il fallait y aller puisqu'ils avaient échangé des messages où ils parlaient de l'arme qu'ils allaient utiliser. Donc avec ça, on apprend que c'était prémédité. Gypsy va lui donner du ruban adhésif, des gants et un couteau à utiliser. On va apprendre que Gypsy a volé le couteau en question au magasin Walmart. Nicolas, il prend tout ce que Gypsy lui donne. Gypsy s'enferme dans la salle de bain. Elle se bouche les oreilles comme ça. Et pendant ce temps, Nicolas, il passe à l'acte. Et il va mettre 17 coups de couteau à Didi pendant qu'elle dormait. Après ça, Nicolas, il est allé aux toilettes pour récupérer Gypsy. Ils sont allés dans la chambre d'à côté. Ils ont fait l'amour. Ensuite, Gypsy a pris environ 4000 $ en espèces que Didi avait. Avec cet argent, ils vont aller dans un motel en périphérie. Le lendemain, ils vont envoyer par la poste l'arme du crime au domicile de Nicolas pour éviter d'être surpris en ayant l'arme du crime. Et ensuite, ils ont pris un bus pour aller donc chez Nicolas. Environ 4 jours plus tard, puisque le meurtre a lieu le 10 juin, et là, on est le 14 juin, il va se passer un truc, c'est que des personnes vont ouvrir leur compte Facebook et vont tomber sur des publications très bizarre de la part de Didi. Cette est morte. J'ai tué le cochon et violé sa fille douce et innocente. Elle criait si fort. LOL. Bien sûr, dès que les gens ont lu ça, ils sont tous inquiétés. Surtout quand ils vont commencer à appeler Didi et que Didi ne va pas répondre et que les personnes en question n'ont pas eu de nouvelles de Didi depuis 4 jours. La police va être appelée. Ils vont voir que la maison, elle est vide. Elle est rangée. Ils vont monter à l'étage, ils vont voir que la chambre de Gypsy est vide et quand ils vont rentrer dans la chambre de Didi, ils vont la voir dans une mare de sang. La police, ils vont réagir très vite puisqu'ils pensaient vraiment à un kidnapping. Donc il fallait retrouver Gypsy. Encore plus du fait que Gypsy était malade, elle prenait des médicaments et du coup, plus le temps passait, plus il y avait des chances qu'elle meure de cause naturelle parce qu'elle n'avait pas ses médicaments. Et avec toute la police et tout ce qui se passait devant la maison de Gypsy, sa voisine va décider de parler et va donner la petite info que Gypsy, elle avait un petit ami en ligne. Et cette voisine avait les screens, avait les messages en disant qu'elle allait fuguer avec lui. Donc la police était un peu rassurée, mais qui c'est qui a tué la daronne, quoi. Avec les screens, ça a été très facile. La police avait son prénom, son nom de famille. Et avec cette information, ils ont demandé à Facebook de trouver l'adresse IP à partir de où la publication sur le compte de Didi a été faite. Et bien sûr, positif. La publication avait été postée depuis la même adresse où Nicolas vivait. Le lendemain, du coup, la police s'est présentée au domicile de Nicolas et il y avait donc Gypsy qui était avec lui. Et ils ont été placés en garde à vue, accusés d'assassinat. Your mom's dead. Yes, she's deceased. All right. Now, what I want to ask you: did you have involvement in this? No. Hang on. Listen to me. I don't know what happened with my mom. You know what happened to your mom, okay? You know exactly. I'm not going to play around with this, okay? Sir, I didn't do Listen to anything. me. Okay, I'll admit it. I did actually
Le mystère autour de cette affaire a commencé très vite, surtout lorsque le shérif a déclaré pendant une conférence de presse que les choses n'étaient pas toujours ce qu'elles paraissaient et il en a pas fallu plus pour que les médias se penchent sur la vie de Gigi et de Gypsy et ils vont donc découvrir que voilà, c'était une fille qui était très malade, tout ça, mais en creusant, ils n'ont trouvé aucune preuve de ces maladies et c'est ainsi que le château de cartes s'est effondré. Après que les médias ont diffusé tout ce que Gypsy a souffert dans les mains de Didi, puisqu'on va... c'est vrai que le public s'est senti désolé pour la jeune femme et elle a suscité beaucoup d'empathie, ce qui était quand même inquiétant quand le procès allait avoir lieu parce que l'affaire va être tellement médiatisée que comment trouver un jury qui allait être... j'ai oublié le nom en français. Vous voyez, généralement, il faut que les jurys soient neutres et qu'ils soient pas trop au courant de l'affaire avant pour pas être influencés. Mais c'est vrai que là, ça allait être impossible d'avoir un jury impartial. En ce qui concerne Nicolas et Gypsy, ils risquaient tous les deux une condamnation pour meurtre au premier degré, ce qui pourrait signifier donc une peine de prison à vie, voire la peine de mort. En juillet 2015, Gypsy va accepter l'accord qu'on lui avait proposé, puisque oui, on lui a proposé un accord dans lequel elle serait accusée de meurtre au deuxième degré. Elle a donc accepté et elle a été condamnée à 10 ans de prison. Voilà, Nicolas n'a pas eu cette chance. Il faisait face à des accusations plus graves que celles de sa petite amie, puisque c'est donc lui qui a commis le meurtre. La date du procès de Nicolas pour meurtre était fixée donc à janvier 2017, mais ses avocats ont demandé un report afin de soumettre Nicolas à un deuxième examen psychiatrique. Lors de ce deuxième examen, il a été déterminé que Nicolas avait un coefficient bien inférieur à la moyenne, et ce examen qu'il a fait, ça a aussi révélé qu'il était autiste et qu'il se comportait et réfléchissait comme un enfant de 10 ans. Donc en 2018 que le procès a eu lieu et les procureurs ont donc déclaré que Nicolas préparait tout seul le meurtre de Didi depuis plus d'1 an. Les propres avocats de Nicolas appuyaient sur le fait qu'il était autiste et qu'il pouvait pas prévoir tout ça tout seul, que c'était Gypsy qui avait conçu le plan d'assassinat de sa propre mère, que Nicolas il a tout simplement suivi les instructions que sa petite amie lui avait données, qu'il a été influencé par elle, que c'est elle qui avait le dessus sur lui. Ils vont sortir toutes les preuves. Regardez, c'est Gypsy qui a envoyé les vidéos en montrant les pièces, c'est Gypsy qui lui a donné le couteau, c'est Gypsy qui a volé le couteau. Nicolas, il est pas arrivé avec le ruban, avec le couteau, avec tout dans sa poche. Non, c'est Gypsy qui avait tout prévu. Gypsy, elle va témoigner au 3e jour du procès. Elle a affirmé qu'en effet, elle a suggéré à son petit ami qu'il pourrait tuer sa mère pour mettre fin aux abus qu'elle subissait, mais elle va dire qu'elle lui avait donné une autre possibilité, qui était qu'elle tombe enceinte pour qu'elle puisse enfin se séparer de sa mère et vivre avec lui. Et elle va donc avouer que oui, en effet, elle avait volé ce couteau à Walmart pour être utilisé comme l'arme du crime, mais elle va dire qu'elle avait également volé des vêtements de bébé ce jour-là parce que elle voyait plutôt cette possibilité-là, qu'elle tombe enceinte et donc elle se sépare de sa mère sans la tuer. Finalement, après 4 jours de procès, le jury a été envoyé pour délibérer et après seulement 2 heures de délibération, donc ça a été très vite, le jury a décidé que Nicolas était coupable de meurtre au premier degré. Plusieurs personnes vont s'exprimer publiquement après l'affaire. Le père de Didi et sa femme ont dit que Didi méritait cette fin, mais que Gypsy méritait aussi la punition qui lui avait été infligée. Il faut savoir que personne n'a payé les funérailles de Didi et du coup elle a été incinérée. Les cendres vont être données à son père et son père et sa femme, du coup Laura, ils vont tout simplement jeter les cendres de Didi dans les toilettes. Voilà. La meilleure amie de Gypsy, elle a avoué qu'elle était très triste d'apprendre que son amie n'a jamais été malade et qu'elle ne souffrait pas d'un handicap, qu'elle était en parfaite bonne santé. Et la mère de Alia, elle va dire qu'elle culpabilisait beaucoup parce qu'elle se rappelle que Didi lui parlait très souvent de l'état de santé de sa fille et qu'elle a jamais demandé de preuves parce que elle avait pas à en demander, voilà, c'est juste une voisine, mais qu'elle culpabilisait d'avoir habité pendant autant de temps à côté de Didi et Gypsy et qu'elle a rien pu faire pour que ça se passe autrement, parce que peut-être que si elle s'était rendue compte, Gypsy n'aurait pas tué sa mère, donc Didi serait en vie et Gypsy aurait pas fait de la prison et Gypsy aurait été libre plutôt de ce calvaire. On va apprendre que Rob, il a été très choqué quand il a appris la vérité, que sa fille n'était pas malade parce qu'il avait toujours cru tout ce que son ex-femme lui avait dit sur l'état de santé de sa fille. Il va dire, je pense que le problème de Didi, c'est qu'elle a déclenché une toile de mensonges et qu'elle n'avait plus d'échappatoire. Il y a des personnes qui pensent que Rob, il ment, qui savait que sa fille subissait des mauvais traitements de la part de Didi.
Pourquoi ils pensent ça? J'en sais rien. Franchement, j'ai lu que des gens pensent ça, mais j'ai pas trouvé le pourquoi du comment. Gypsy, elle a déclaré qu'elle ne savait pas que son père était un père aussi présent. Elle va aussi dire qu'elle était très choquée d'apprendre qu'il payait une pension parce que Gigi, quand elle parlait de son père à Gypsy, ben elle disait que c'était pas un homme bien, qu'il était violent avec elle, qu'il aidait pas financièrement. Elle le faisait vraiment passer pour un mauvais mec. Son père va aller très souvent la voir en prison, aussi avec sa femme du coup, et ils vont énormément se rapprocher. You planned a murder. Yes. You wanted her dead. Yes, but it was not because I hated her. It was because I wanted to escape her. Je pense que ma mère aurait été la mère parfaite pour une personne vraiment malade. Elle va aussi dire que c'est son petit ami qui a eu l'idée d'assassiner sa mère et c'est aussi son petit ami qui l'a fait, mais qu'elle accepte d'avoir commis un crime et qu'elle doit vivre avec les conséquences de ses actes et qu'elle regrette, qu'elle aurait aimé que ça se passe autrement. L'une des interviews les plus marquantes de la vie de Gypsy, ben, ça a été l'interview avec Dr. Phil en 2017 puisqu'il a été l'interviewé en prison. Dans cette interview, elle va dire qu'elle pensait que sa peine était très injuste et qu'elle méritait une peine plus courte. J'arrive à comprendre tout ce qu'elle a subi pendant des années. J'arrive à le comprendre. Et en fait, c'est l'écart des deux peines qui me choque parce que je pense que si elle a pris que 10 ans, Nicolas, il aurait pas dû prendre de la prison à vie. Oui, c'est vrai, c'est lui qui est passé à l'acte, mais il y a quand même beaucoup de preuves qui montrent que Gypsy, pas l'a manipulé, mais c'est elle qui a envoyé les vidéos, c'est elle qui a acheté l'arme, c'est elle qui lui a donné ça, c'est elle qui lui a dit « Vas-y, ma mère, elle est à l'étage ». Et Nicolas, il est quand même autiste, il y a des examens psychologiques qui montrent qu'il a pas la capacité d'avoir planifié tout ça. J'ai l'impression que ça n'a pas été pris en compte pendant le procès. En tout cas, pendant son séjour en prison, ben, Gypsy, elle a quitté Nicolas, voilà, et elle a entamé une relation avec Ryan Scott, avec qui elle s'est mariée le 27 juin 2022. Et c'est donc de ça qu'on va parler dans la JVDT partie 2 de Gypsy, puisque elle va rester avec ce Ryan et dès qu'elle va sortir de prison, ils vont divorcer et il y a des choses qui vont sortir sur ce Ryan, il y a des choses qui vont sortir sur Gypsy. Gypsy, elle va carrément être présente sur un tapis rouge. Enfin, moi, la vibes qu'il y a autour d'elle, je trouve ça un peu malsain d'idolâtrer quelqu'un qui a quand même aidé à tuer sa mère. Une fois de plus, c'est horrible ce qu'elle a vécu, mais je n'ai pas compris l'engouement autour d'elle quand elle est sortie de prison. Franchement, cette histoire, elle m'a beaucoup choquée ce que cette mère a fait subir à cette fille pendant toutes ces années. Imaginez, vous êtes né, vous êtes en parfaite bonne santé et votre mère vous invente des maladies de partout et vous ne pouvez rien faire parce que vous êtes jeune, parce que votre mère a déménagé et qu'il y a personne pour te sortir de cette situation. C'est très compliqué quand même comme histoire. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez comme moi que la justice a été peut-être un peu dure avec Nicolas et qu'est-ce que vous pensez aussi de toute cette histoire? On se retrouve dans les commentaires. Je vous laisse 2 autres vidéos sur l'écran. Je fais plein de bisous. Bisous, ciao.